C'est l'heure du Journal de l'Afrique. Soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, ce témoignage exclusif qui apporte de nouveaux éléments dans la disparition de Diary Sow, l'étudiante sénégalaise qui avait été vue pour la dernière fois à Toulouse, serait bien rentrée à Paris. C'est ce qu'affirme une étudiante avec qui elle a fait du covoiturage. Nous irons également au Sénégal où notre correspondant a rencontré sa famille. La Tunisie reconfine dès jeudi, un reconfinement total assorti d'un couvre-feu de 16h à 6h du matin, des mesures qui coïncident avec les célébrations de la chute du régime de Ben Ali. C'était il y a 10 ans. Nous poursuivrons notre série bilan dans ce journal. Et puis nous irons à Madagascar où une affaire de corruption fait grand bruit. 3 contrebandiers ont été arrêtés en Afrique du Sud avec dans leur valise 73 kilos d'or. Leur procès s'ouvre le 1er février. Les détails dans ce journal. On commence donc par ce nouvel élément dans l'affaire de la disparition de Diary Sow, l'étudiante sénégalaise dont on est sans nouvelles depuis une semaine. Les enquêteurs avaient perdu sa trace à Toulouse où elle a été aperçue pour la dernière fois. Mais selon le témoignage d'une autre étudiante, Diary est bien rentrée à Paris. Les 2 jeunes filles qui ont fait du covoiturage se sont quittées à Montparnasse pour aller chacune de leur côté. Écoutez cette interview exclusive réalisée par Lisa Monin et Salomé Hénon-Cohen pour Babel Presse. Elle était hyper gentille, et puis elle était hyper humble parce qu'elle nous a jamais dit qu'elle avait écrit un livre ou qu'elle a été nommée, genre meilleure élève du Sénégal, rien du tout. On était dans le métro, moi je me suis arrêtée à Montparnasse et puis elle a continué. J'ai essayé de comprendre à peu près jusqu'à quand elle a été joignable, même si j'avais que Tanguy comme référence. Mais du coup, il a eu sa note Blablacar dimanche à midi. Donc ça veut dire que jusqu'à dimanche midi, en tout cas, elle était joignable si elle a mis une note. Donc à mon avis, elle a dû rentrer chez elle, quoi. Son visage a été placardé partout par ses camarades du lycée Louis-le-Grand à Paris. Des étudiants sénégalais se sont également mobilisés pour tenter de la retrouver. Et au Sénégal, c'est sa famille qui est sur le qui-vive. Notre correspondant à Dakar a rencontré ses proches. Reportage signé Eliman Dao. La famille Sow est toujours sous le choc. Voilà une semaine qu'elle est sans nouvelles de Diary, l'enfant chéri. Aliou, son oncle, est le seul qui a accepté de nous parler. Oui, c'est difficile, surtout que c'est une gamine qui est exceptionnelle pour ses parents, pour nous, sa famille, mais pour le Sénégal. Elle ne représente seulement pas sa famille, mais tout le Sénégal. Donc c'est le Sénégal qui n'a pas vu sa fille. Diary a fréquenté ce lycée où elle s'est remarquablement distinguée. Elle a été durant 3 années de suite la meilleure élève de l'établissement avec une moyenne générale minimum de 18 sur 20. Le directeur de l'établissement garde de très beaux souvenirs de celle qui a remporté 2 fois le premier prix du concours général, la plus prestigieuse récompense scolaire du Sénégal. Elle est là. Elle est là. Et là, on l'a récompensée pour effectivement... En ce moment, elle était meilleure élève du concours général en première et on lui a effectivement donné ce prix-là pour l'accompagner et l'encourager. De situations très difficiles à vivre que nous partageons avec sa famille. Elle a compris véritablement qu'elle devait apprendre pour répondre à une certaine mission. Des personnes pareilles, on en a besoin pour servir d'exemple aux autres camarades, mais aussi pour construire le Sénégal, l'Afrique et le monde de demain. Le gouvernement du Sénégal assure avoir mobilisé les services consulaires et diplomatiques en collaboration avec les autorités françaises pour retrouver Diary. Et puis toujours au Sénégal, quelques jours après l'entrée en vigueur du couvre-feu qui avait soulevé le mécontentement de certains Dakarois, le porte-parole de la présidence a réagi. Il a expliqué au micro de notre correspondant l'importance de ces mesures dans un contexte sanitaire qui se dégrade. Écoutez-le. La deuxième vague aujourd'hui nous expose à des difficultés au niveau mondial. Et c'est dans ce cadre-là que le président, sur la base d'informations et d'éléments objectifs, scientifiquement documentés, a pris la décision d'engager la mise en œuvre du couvre-feu.
qui se fait dans tous les pays du monde de la même manière, puisque ça a son petit cortège d'adaptation. Et il a fallu un petit temps pour que les Sénégalais s'adaptent, mais ce qui est essentiel, c'est que totalement, en grande majorité, les Sénégalais acceptent ces mesures, puisqu'ils savent que ce sont des mesures destinées à la protection des populations. Il n'y a pas qu'au Sénégal qu'on prend des mesures drastiques contre le Covid-19. En Tunisie, le ministre de la Santé a décrété un confinement général de 4 jours, du jeudi 14 janvier au dimanche 17 janvier, et un couvre-feu de 16h à 6h du matin. Écoutez le ministre tunisien de la Santé. تعليق كافة الدروس سواء كانت تعليم أساسي إعدادي ثانوي تعليم عالي والتكوين ومراكز التكوين بالقطاعين العام والخاص انطلاقا من يوم الأربعاء بعد انتهاء الدروس إلى غاية يوم 24 جانفي بدخول الغاية. Voilà des mesures sanitaires qui coïncident aussi avec les commémorations des 10 ans de la chute du régime de Zine El Abidine Ben Ali. Et justement, on poursuit notre série Bilan. Ce soir, nous irons à la rencontre des Harraga, ces jeunes qui se jettent à l'eau, quitte à y perdre la vie pour rejoindre l'Europe. Nos envoyés spéciaux Karim Yayaoui et Mohamed Farhat ont recueilli les témoignages bouleversants de cette jeunesse désœuvrée, mais aussi celui des proches dévastés de ceux qui sont morts en mer. Reportage. Le regard tourné vers le large, Khnifes, ou Petit Pou comme on l'appelle dans son quartier, rêve d'autres horizons. Il est ce qu'on appelle un harraga, littéralement un brûleur de frontières, prêt à tout pour rejoindre l'Europe. أنا 7 مرات تسمى بريسك 4 مرات نخرج من البلاصة هذه من الحومة هذه وهذه موقع استراتيجي معناها أقرب من حومتنا أقرب بلاصة معناها باش نخرجوا باش نوصلوا لجزيرة لامبيدوزا من هنا. أنا لهنا في بلادي وعايش ميت معناها اعتبارها مانيش عايش على دونك ماش باش تخوفني حكاية الموت معناها خليني أنا ساكت قبل ما نتكلمش وعايش خير من اللي نتكلم تو ما فما شيء. Les jeunes de Sfax se cotisent régulièrement pour acheter une embarcation qu'ils confient à un passeur capable de les faire traverser. L'un d'entre eux a accepté de nous parler. يكلموني يقول لي معناها نعطيوك كذا وصلنا ولا نورمال ما عندي حتى مشكله خير مره 15 مليون كي تلقى فرصه كي هكا فواياج كي هكا ماكش باش تقول لا تمشي بس تلقى توارى عليك باش تمشي ما تقولش اش تعمل هنا اش عندك ما تعمل عبد لي 20 سنه انا بنصور 5 ملايين. Même au cœur de l'hiver, dès que le temps le permet, les Harragas de Sfax tentent leur chance. Il y a ceux qui réussissent à passer, ceux qui sont refoulés, et puis ceux que la mer ne rendra jamais à leur famille. Dans un quartier populaire de Sfax, une femme pose des plombs sur des filets de pêche. En 2011, son époux et son fils unique ont péri en tentant la traversée vers l'Italie. نتذكر روحي حتى لحظة هكا يتعدم ما نتذكروش ولا ما نراهوش أصلا حتى أي واحد هكا بحذايا نقول لهم بلال ودي مشى لأولادي هذوما الكل تسمى كانوا مولادي نحس منهم كانوا مولادي ديما نقولوا الحمد لله هذاك حد عمره مشى حب Aujourd'hui, cette maman, encore meurtrie, appelle les jeunes à rester en Tunisie. Un appel qui ne trouvera sans doute pas d'écho auprès d'une partie de la jeunesse tunisienne. La mission de la CEDEAO au Mali, son émissaire pour le pays, l'ancien président nigérian Goodluck Jonathan, a entamé une visite d'évaluation de la transition censée ramener les civils au pouvoir. Cela fait 5 mois que des militaires ont renversé le président Ibrahim Boubacar Keïta. La correspondance d'Anne-Fleur Lespio. Durant 2 jours, la classe politique malienne était au rendez-vous. La majorité des partis présents a fait part de son mécontentement concernant le manque de transparence dans la transition politique au Mali. Alors parmi la gronde, on retrouve le parti de l'opposition du M5 RFP qui avait participé à la chute de l'ancien président Ibrahim Boubacar Keïta le 18 août dernier. Le parti dénonce la militarisation du pouvoir avec la nomination de militaires à des postes clés du gouvernement ainsi qu'au Conseil national de transition faisant office ici
souci de parlement. Il a également exprimé son inquiétude après la mise en cause de 6 personnes, dont l'ancien Premier ministre Boubou Cissé, inquiété dans une affaire d'atteinte à la sûreté de l'État. Une inquiétude partagée par le président de la délégation de la CEDEAO qui préconise l'ouverture d'une enquête pour faire la lumière sur ces arrestations. De son côté, la CEDEAO espère que les autorités respecteront le délai de 18 mois qui leur a été fixé pour assurer une transition civile. Le prochain rendez-vous est fixé au 23 janvier à Abuja, au Nigeria. Les chefs d'État de la CEDEAO se retrouveront. Ce sera le moment de faire le point sur la transition politique malienne. On en vient à cette affaire de corruption à Madagascar. Début janvier, 3 Malgaches ont été interceptés à Johannesburg, en Afrique du Sud, avec 73 kilos d'or dans leurs bagages en provenance de Madagascar. Une saisie record. Ces 3 personnes sont aujourd'hui poursuivies pour contrebande et blanchiment d'argent. Leur procès est prévu le 1er février. À Madagascar, cette affaire a fait l'effet d'une bombe. Les précisions de notre correspondante Gaëlle Borgia. Comment 73,5 kg de lingots d'or ont pu sortir de Madagascar en toute impunité? C'est la question que tout le monde se pose et au stade actuel où en est l'enquête, eh bien même le procureur de la République ne le sait pas. Pourtant, tous les regards se tournent vers le service des douanes puisqu'aucun passager ne peut quitter le territoire malgache sans que ses bagages aient été scannés et vérifiés au préalable par la sûreté aéroportuaire et le service des douanes. Au vu de la situation actuelle, de la pandémie et de la fermeture des frontières, les procédures sont très strictes et il est difficile de croire que 73,5 kg d'or aient pu passer inaperçus. Aussi étonnant que cela puisse paraître, lorsqu'il y a une infraction douanière, eh bien c'est le service des douanes qui mène l'enquête en interne, de quoi se poser des questions sur la neutralité des enquêteurs. Et si l'implication d'un douanier est soupçonnée ou avérée, il faut une autorisation de poursuite délivrée par le ministère des Finances et c'est une procédure qui complique la tâche du procureur. Avec les agents de la douane, ils font encore les procédures préalables. Quand ils seraient impliqués en tant que mis en cause, il faut demander la levée d'immunité. Il y a pas mal de dossiers qui sont difficiles à gérer avec tous ces problèmes d'immunité, de privilèges, de juridiction. Les frontières de Madagascar sont souvent qualifiées de passoires. Régulièrement, il y a des saisies de lingots d'or, de pierres précieuses ou encore de tortues qui sont très souvent relayées dans les journaux. Et on se quitte sur ces images des Berbères qui ont célébré leur nouvel an. Les premiers habitants d'Afrique du Nord fêtent l'an 2971 avec le traditionnel couscous aux 7 ingrédients et le plat de fruits secs. Et comme on dit en berbère, es gwasam ges. Voilà, c'est la fin du journal de l'Afrique. Restez avec nous, l'info continue sur France 24.